Salut tout le monde, salut la rolosphère, salut les joueurs, les rôlistes, les MJ. Bon, je pense que c'est surtout aux MJ que je vais m'adresser aujourd'hui, puisque j'avais proposé sur le groupe il n'y a pas très longtemps un feuilletage de la toute dernière campagne qui vient de sortir pour D&D 5, Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. Et ben voilà, donc j'ai fini par le choper, par l'attraper, ma boutique l'a reçu enfin, j'ai pu passer mon dimanche matin donc à le feuilleter, le compulser, alors pas à le lire dans les détails, mais ce genre de campagne, vous le savez, nécessite quand même plusieurs lectures, plusieurs passages, ça se maîtrise pas en une seule fois comme histoire, mais en tout cas j'ai pu déjà en choper un petit peu la structure, les enjeux, et je me proposais donc de vous parler d'un petit peu de tout ça. Alors vous noterez que c'est la couverture alternative. Il sort toujours deux couvertures, il y a une couverture standard, une couverture alternative collector, enfin collector, je ne sais pas si elle est collector ou si elle est à tirage limité, en tout cas elle n'est pas numérotée, et qui est faite donc par un artiste qui s'appelle, dont le pseudo est Hydro74, qui fait son bonhomme de chemin qui est très connu dans le milieu graphique. Vous pouvez aller choper ça sur internet et voir un petit peu tout ce qu'il propose. En tout cas, la couve elle est magnifique. Donc on a au verso, au dos du livre, le symbole de Aurilé qui est la Frost Maiden, la dame du froid, du gel, qui est une déesse des royaumes oubliés. Et ici, on aperçoit donc une de ses représentations, un de ses avatars en quelque sorte. Donc magnifique livre. Je ne sais pas si la vidéo permet d'apprécier un petit peu le travail là, de recouvrement un petit peu métallique qui permet de jouer avec la lumière et qui donne au tout franchement une apparence extrêmement classieuse. Le noir que vous voyez est velouté en fait, c'est pas recouvert. C'est une sorte de substance veloutée qui est vraiment très agréable à prendre en main, et je dirais que c'est un petit peu le défaut du coup. C'est pas trop un livre qu'on va utiliser pour jouer, parce qu'avec nos grosses pattes dégueulasses de rôliste, c'est un bouquin qui risque de prendre un coup assez rapidement, du coup qui marque très vite. Mais comme on dit, comme la plupart des livres produits par Wizards of the Coast, il a une bonne main. Voilà, ça c'est une expression qu'on a un petit peu dans le milieu de l'édition. Il a une bonne main, comme tous ceux de la gamme. 320 pages, du papier bien épais. Bref, un très bel ouvrage qui vient compléter une collection super, et puis surtout il y a l'histoire. Donc je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, on est parti pour ce feuilletage donc de ce magnifique livre de campagne, de Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. Donc un bouquin extrêmement bien structuré comme d'habitude avec Wizards of the Coast. On ne peut pas s'y perdre, hein, c'est clair, c'est net, c'est précis, on sait où on va. Ils ont disséminé très régulièrement des résumés de chapitres. Et l'idée en fait c'est aussi, comme ils le disent, à un moment donné, c'est de pouvoir disséquer le bouquin et puis se servir des différentes histoires de façon indépendante. Parce qu'en fin de compte, on a une énorme compilation de scénarios, puisque jusqu'au niveau 4-5, c'est précisément de ça qu'il s'agit. Chaque ville de 10 Towns, donc les 10 cités, qui est l'alliance de villes qui arrive à survivre en fait dans le Valbise, et bien dans chaque ville il y a des problèmes à résoudre, il y a des enjeux, il y a des complots, des monstres, des créatures, et jusqu'au niveau 4-5 en fait ça va être la tâche des personnages que de résoudre ces différentes actions. Donc ça c'est la première partie de la campagne. Ensuite on a une deuxième partie où les personnages ont acquis une certaine notoriété, et donc ils vont quitter 10 Towns, les 10 cités, pour aller visiter des endroits tous plus dangereux les uns que les autres du Valbise, hein, donc Icewind Dale, le Valbise en français. Donc on a une description des 10 Towns, par le menu, donc qui gouverne, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les problèmes à résoudre dans chacune de ces 10 cités. Ça va être la première partie de l'histoire. Ensuite, dans un second temps, comme je vous le disais, on va élargir le spectre d'action des personnages et se rendre donc dans des endroits dangereux
du Val Beez, voilà, du Icewind Dale. Donc ce sera dans le chapitre 2, dans la deuxième partie de l'histoire. Alors bien entendu, le bouquin est juste magnifique, hein. Toutes les illustrations sont superbes, j'en ai trouvé aucune à jeter. Elles sont toutes issues d'artistes de grand talent, plus ou moins connus, mais en tout cas avec tous véritablement une patte qui permet de donner vraiment vie, donner corps à cette ambiance glaciaire où les choses sont figées dans le noir. Voilà, c'est une ambiance très The Thing, hein, film de Carpenter, que vous ferez mieux de revoir, hein, pour vous imprégner de cette ambiance particulière où on est isolé, où chaque sortie est un véritable défi en fait. Alors en parlant de défi, ils ont prévu justement des règles spécifiques, hein, par exemple les rencontres aléatoires, les périls de la nature, comme par exemple les avalanches, le blizzard. Alors je peux vous dire que c'est franchement tout sauf de la rigolade. Par exemple, une avalanche, un personnage qui se retrouve coincé dans une avalanche doit réussir 3 tests de Strength Athletics, donc force athlétisme, à difficulté 15, pour réussir à ressortir de l'avalanche. En cas d'échec, s'il en rate 3, eh bien il ne peut plus essayer de sortir seul, ce qui signifie qu'un personnage seul, pris dans une avalanche et qui n'arriverait pas à sortir par ses propres moyens, ben on peut dire qu'il est mort, hein, puisque à chaque test qui prend une action que l'on fait pour essayer de se sortir de là, eh bien on prend un niveau d'épuisement. Je rappelle que le dernier niveau d'épuisement, c'est tout simplement la mort. Donc ça plaisante pas. Il en va de même avec le blizzard, hein. Alors le blizzard, il impose donc notamment aux lanceurs de sorts des tests de concentration tous les rounds pour voir s'ils arrivent à maintenir leur concentration. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand on lance un dé de rencontre, donc en fait on lance 2 dés 20, pardon, et les 2 dés 20, il y en a un pour le blizzard, pour la condition climatique, et un pour la rencontre à proprement parler. Donc avec un seul jet, on sait s'il y a une rencontre, quand elle a lieu, le matin, au milieu de la journée, à la nuit tombée, et également si il y a du blizzard pendant cette rencontre ou pas, ce qui va considérablement compliquer les choses, puisque certaines créatures, bien entendu, du Grand Nord ne craignent pas le froid. Donc il y a des rencontres aléatoires, et attention les amis, pas n'importe lesquelles, hein. Voilà, là vous avez un petit aperçu de la table de rencontre, et on voit donc en numéro 10 sur la table qui compte 20 résultats, Aventurous Ancient White Dragon. Voilà, difficulty deadly, donc une rencontre potentiellement mortelle, létale, puisqu'on se parle quand même d'un dragon blanc ancien. Les dragons blancs étant parmi les plus vicieux des dragons, et celui-ci, Aventurous, bien entendu, a une bonne raison d'être là. C'est une dragonne qui a une cataracte, qui a réduit sa vue, enfin, c'est très bien pensé. C'est très bien pensé, on est loin des tables de rencontre, bien entendu, de AD&D, pour ceux qui ont connu les premières versions du jeu. Là, chaque rencontre a son explication, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ces créatures faisaient ici. Vraiment, c'est très bien pensé, très très bien pensé. Donc, au-delà de ça, nos personnages vont explorer Icewind Dale, le Val Beez, et enfin, donc à partir du chapitre 3, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, puisque là, il va falloir traiter avec la menace que fait peser un roi Duergar, donc les nains sombres, hein, les Duergar qui viennent de l'outre-terre, parce que vous pensez bien qu'il n'y a plus de soleil en fait. Aurilée maintient, qui est la déesse du froid et du gel, maintient le soleil à distance, il ne se lève plus sur le Val Beez. Donc c'est évidemment un paradis pour les créatures de l'outre-terre. Et notamment, on a là un roi clé Duergar, qui est manipulé, je vous en dis pas plus, manipulé par quelque chose, par quelqu'un, qui va lui donner l'idée de se rendre à la surface pour établir son royaume. Et bien entendu, il se réfugie dans une forteresse qui se nomme tout simplement Sunblight, à partir de laquelle il va préparer méticuleusement sa conquête de la région, notamment du Val Beez. Donc les personnages vont devoir, sur 2 chapitres, donc les chapitres 3 et 4, mettre un terme à cette menace ou y rester, bien entendu. Et c'est à partir du chapitre 5, donc là nos personnages sont niveau 7 en principe, que on va les emmener sur la trace de Aurilée, la déesse du froid elle-même, afin d'aider en fait une magicienne à retrouver
un grimoire dans lequel se trouve un poème qui pourrait permettre de lever la malédiction de Aurélie. Alors bien entendu, ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Il va falloir aller visiter une forteresse déchue de l'ancien empire Netheril. L'empire Netheril, c'est un empire qui était gouverné par des archimages dans les Royaumes oubliés. Et qui est déchu, qui a disparu depuis des siècles, voire des millénaires. Eh bien, l'une de leurs forteresses volantes s'est écrasée quelque part dans le Valbise, et c'est là qu'il va falloir se rendre. Donc, vraiment, là, on touche vraiment au summum de l'histoire. Si les personnages y survivent, eh bien, franchement, chapeau. On peut dire que là, l'arc narratif est très très bien pensé. Il y a des scènes dans ces endroits qui sont vraiment superbes, qu'on peut imaginer de façon très visuelle, très très belle. Vous avez des endroits comme par exemple les Caves of Hunger, donc les grottes les cavernes de la faim. Je vous en dis pas plus, il faudra aller visiter ça. Vous avez également, alors là, magnifique illustration, vraiment superbe pour moi, une des plus belles de Jed Chevrier, que vous pouvez retrouver en fait sur ArtStation, et vous verrez que ce type-là est vraiment bourré de talent. Alors c'est pas son premier boulot, c'est pas un débutant, mais là il y a une ambiance magnifique. On croirait une illustration pour Tales from the Loop, avec cette forteresse qui a un côté extrêmement technologique, perdu, coincé dans la glace avec ses bouquetins. Enfin bon, l'expression de la solitude morbide, mais tellement belle, voilà, tellement belle. Donc on a ensuite un appendice donc, qui nous rassemble toutes les créatures, et Dieu sait qu'il y en a dans le scénario. En revanche, ceux qui aiment... Ah oui, alors petit clin d'œil ici, en parlant de créatures, on retrouve les Chwinga, qui sont des sortes d'esprits de la nature qu'on a déjà vu donc, dans Tomb of Annihilation, la campagne qui se déroule dans le Chult. Donc je pense que Wizard a eu de très très bons retours là-dessus et qu'ils ont décidé de les remettre, à moins qu'il n'y ait un fil conducteur avec ces créatures dans chacune de leurs campagnes. Ça sera à voir. Voilà, alors par contre, pour ceux qui aiment les objets magiques, eh ben, vous allez être déçus. Cette campagne ne propose aucune arme magique en fait. Spécifiquement les armes magiques, eh bien il n'y en a pas, figurez-vous. Et je crois que c'est la première dans laquelle on ne trouve aucune arme magique. Par contre, il y a bel et bien des objets magiques, et rien moins que 3 potentiels artefacts. On a donc le Scroll of Tarrasque Summoning, donc un scroll qui permet tout simplement d'invoquer la Tarrasque, rien que ça. FP 25, si ma mémoire est bonne, une des créatures les plus puissantes du jeu. Et le Scroll of the Comet, qui permet donc de faire tomber une comète dans une zone à portée. Voilà, rien que ça, quoi. Donc pluie de météores et relégué au stade de petites bruines tropicales. Donc pas d'armes magiques, mais des objets magiques extrêmement intéressants. Il y en a d'autres qui sont pas des artefacts et qui sont très 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 bien pensés. Je pense par exemple à la Lantern of Tracking, effectivement. Et par contre, pas d'armes, mais par contre un sort. Alors là, des sorts, ils ont 3 nouveaux sortilèges qui sont en lien avec la campagne, et notamment pour le niveau 9, Blade of Disaster. Voilà, l'âme du désastre. Rien que ça, sortilège niveau 9. Donc on ne peut invoquer qu'à partir du niveau 17 en tant que magicien. De la conjuration, une action bonus seulement. Pas de composantes matérielles, un sort qu'on peut maintenir pendant 10 rounds, jusqu'à 1 minute, enfin vous imaginez le truc quoi. Donc une sorte de lame, une sorte d'oblitération planaire qui apparaît et qui fait des dégâts, je vous raconte que ça, c'est un véritable carnage, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Voilà, donc petit feuilletage rapide de cette campagne, de ce bouquin que je trouve, vous l'aurez compris, vraiment très très bien réussi. Selon moi, il manque une chose, il manque une fois de plus un scénario d'introduction qui permettrait de créer le groupe. Hein. Parce que là, en fait, hormis des options de background qu'on a au début pour la création de personnages, mais qui sont du coup individuels, eh bien, on n'a rien pour lier le groupe. Donc c'est encore au MJ de prévoir une sorte de petit scénario, à moins que, bien entendu, ce soit fait exprès
de la part de Wizards of the Coast pour laisser le champ libre donc à tous les auteurs qui vont vendre leurs petits scénarios sur la Dungeon Master's Guide, par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, on a une table avec les backgrounds adaptés, les backgrounds du manuel des joueurs, mais adaptés à la région du Valbise. Mais voilà, c'est dommage, il manque un petit scénario pour expliquer comment, pourquoi les joueurs se retrouvent là, voilà, et ensemble. Pourquoi ils sont ensemble. Voilà. Donc encore les Chewinga, voilà, qu'on trouve une espèce d'esprit de la nature espiègle, potentiellement dangereux, complètement incontrôlable et absolument géniaux. Voilà, moi j'adore cette idée. Donc énormément de donjons, d'endroits à visiter, une cohérence globale, c'est très très réussi, il y a une belle ambiance. Voilà, j'adore. Alors par contre, je ne suis pas sûr que ce soit une campagne... C'est une campagne qui sera plus facile à maîtriser que Baldur's Gate Descente en Averne, mais qui va demander quand même du boulot. Il y a beaucoup à lire, beaucoup d'éléments à s'approprier avant de pouvoir maîtriser ça de façon cohérente et homogène. Mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc écoutez, très beau livre que je vous recommande, qui sera traduit bien entendu, je ne sais pas quand, mais voilà, qui sera traduit, ça ne fait aucun doute, peut-être même que c'est annoncé sur la liste de parution de Edge, il faudrait regarder. Voilà. Et ben voilà, c'est fini pour ce petit feuilletage de Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. Vous l'avez compris, je suis conquis en tant que MJ. Hâte de faire jouer cette campagne. Et bien comme d'habitude, je ferai des comptes rendus de session. Comme je l'ai fait tout au long de la campagne Baldur's Gate, Descente en Averne, sur le groupe. En attendant, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile, à défaut d'être agréable. N'hésitez pas à me dire ce qui peut être amélioré. Je suis en quête permanente, perpétuelle d'amélioration, comme chacun d'entre nous. Et ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. En attendant, bien écoutez, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le jeu de rôle, en parler, c'est bien. Par contre, y jouer, c'est mieux. Alors jouez, jouez, jouez.